Dernière session de la journée. Ça va être intéressant parce qu'on va commencer par être aux frontières du pouvoir. Et on va suivre ensuite par le grand futur. Donc je crois que ça nous met à quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on va parler d'aujourd'hui et on va parler peut-être de ce qu'on fera en 2040 ou 2050. Peut-être pas si loin que ça. On verra. Merci. Donc Anne Fleurette va nous présenter aujourd'hui son thème qui est évaluation de la réglementation thermique dans la perspective de la RE 2020. Ce qui est un sujet dont on a bien senti que ça nous a intéressé toute la journée. Donc je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bon, déjà, je suis très contente d'être ici. Je suis très contente d'avoir assisté à la journée d'aujourd'hui dans la soirée d'hier. J'ai appris beaucoup de choses et je vais essayer de vous faire partager ce que moi j'ai appris quand j'ai examiné la RT 2012. Alors, il faut déjà que je vous explique effectivement le cadre d'intervention. Donc, moi, je suis dans une institution qui s'appelle le CGEDD, qui est le corps d'inspection du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, etc. Et cette mission, donc, a été faite par une équipe, donc une équipe du CGEDD, 2 personnes, et une équipe du CGE, qui lui est le corps d'inspection du ministère de l'économie et des finances dans la composante industrie. Voilà. Alors, c'est donc, notre rôle, nous ne sommes pas décideurs, nous ne faisons pas, nous ne décidons pas. Donc c'est très simple, c'est très confortable d'ailleurs. Ce que nous faisons, c'est que nous observons et nous éclairons et nous conseillons avec des recommandations. Donc nous avons observé l'ART 2012. Alors, nous faisons toujours ça dans un cadre d'intervention. Donc ce sont les ministres de l'époque, donc en 2017, Madame Ségolène Royal d'un côté et Madame Cos de l'autre, donc environnement, énergie, mer et logement, qui nous avaient demandé de procéder à une évaluation de la RT 2012 en vue de la RE qui à l'époque était 2018 ou 2020. L'idée, c'était une idée que je trouve saine, c'était de se dire on évalue une réglementation au moment où on prépare la suivante. Bon, je dis que c'est sain, ça n'a pas toujours lieu, et en l'occurrence, c'était une bonne idée. L'autre chose qui paraissait bien, c'est qu'on nous demandait de regarder donc, en 2017 et 2018, c'est-à-dire 5 ans après la mise en œuvre, de voir où ça en était. Et du coup, ça, c'était la première phase de notre mission, c'était de voir où on en était en 2017, et une deuxième phase qui est d'apporter un appui à l'élaboration de la prochaine, la RE 2020, pour donner son petit nom. Donc la première phase est réalisée. Je vais mettre l'accent sur cette première phase, là le rapport est public. La deuxième phase est en cours. Et la deuxième phase, je dirais qu'elle est en cours parce que pour pouvoir éclairer, encore faut-il savoir ce qui se passe, et comme les travaux sont en continu, nous examinons ce qui se passe et bon voilà, donc c'est en cours. Alors sur la première phase, donc l'idée, c'était pas l'idée, la demande, la commande, parce que nous avons une commande, nous avons une lettre de commande. La commande, c'était donc 4 ans après ou 4-5 ans après de voir où en étaient les acteurs de la construction et les utilisateurs de l'appropriation et de l'application de cette réglementation thermique. Bonne question. Et puis, il nous était demandé un focus sur 4 points qui avaient été des sujets de vive préoccupation en 2012. D'ailleurs, j'en ai été encore le témoin dans les discussions d'aujourd'hui. Donc ces 4 points, c'était la répartition entre les énergies de chauffage et d'eau chaude sanitaire, la qualité de la conception et de la réalisation. Ça, on en a peu parlé, je trouve, et il y avait un sujet intéressant de te dire. Cette réglementation, elle est respectée sur la base elle est indiquée comme étant respectée sur la base de calculs qui sont faits au moment du permis de construire, mais qu'en est-il exactement dans la conception et la réalisation, donc à la livraison des bâtiments, où est-ce qu'on en est par rapport aux calculs, sans parler après
du fait que ces bâtiments sont utilisés et comment sont-ils utilisés. Et c'était déjà qualité de conception et de réalisation, le confort d'hiver et d'été, et puis le coût de construction. Bon, c'est des sujets qui avaient beaucoup animé dans les débats et les ministres souhaitaient que nous faisions le point pour voir où on en était 4 ans après. Alors la mission c'est classique, méthode classique, des entretiens, des documents qu'on analyse. Juste le point que je vous dis du coup le rapport d'étonnement par rapport aux missions, autres missions que je peux faire. Sur les entretiens, alors ça c'est nous qui avions souhaité voir beaucoup d'acteurs, de ne pas nous limiter aux institutionnels et je vais dire aux représentants des lobbies, parce qu'assez vite nous avons compris que c'est un sujet sur lequel les lobbies sont multiples et hyper actifs, et de voir également, donc au-delà des représentants institutionnels, organismes de recherche, producteurs, fournisseurs d'énergie, maîtres d'ouvrage, etc., de voir des gens qui font, donc des maîtres d'ouvrage, des architectes, des bureaux d'études et thermiciens, des entreprises. Je ne veux pas dire que les lobbyeurs ne font pas, mais des gens qui effectivement concevaient et réalisaient. Et puis de voir également des sociologues pour avoir aussi l'approche par rapport aux utilisateurs, comment ces constructions neuves sont utilisées. Donc ça c'est un point peut-être un peu spécifique par rapport aux missions que nous faisons. Et alors l'autre chose là qui pour le coup nous a montré la motivation sur ce sujet-là, c'est que chaque fois que nous voyions quelqu'un, en général nous repartions avec une masse de documents communiqués de manière totalement volontaire par les personnes que nous voyions, qui tenaient vraiment à nous fournir de la documentation sur le sujet. Donc nous avons eu, sur cette première phase, nous avons eu au moins 300 documents à examiner, et nous avons vu à peu près 80 personnes, sachant que là nous sommes en train d'en revoir à peu près autant dans la deuxième phase. Et alors l'autre chose que nous avons décidé assez vite, c'est par rapport au sujet qui était les constructions neuves, métropole, dom-tom, c'est de cibler sur logement et bureaux neufs en métropole. Alors calendrier, donc le premier rapport, la première phase sur l'évaluation de la RT 2012 a été publiée en janvier 2019. Donc le rapport est public, vous pouvez le trouver sur les sites du CGEDD et du CGE. Mais je suppose que vous avez déjà été regarder ces rapports, donc voilà, c'est même pas la peine d'aller les voir. Ah, c'est comme ça? Bon, bah écoutez, très bien. Donc ça sert à quelque chose d'être publié. Alors, et sur la deuxième phase, le rapport intermédiaire vient d'être envoyé au ministre, et nous l'avons déjà présenté aux administrations en fin juillet. Alors, il n'est pas public et il ne sera pas public. Par contre, il sera public avec le rapport final qui est prévu pour la fin de l'année. Donc du coup, sur la deuxième phase de la RE 2020, pour utiliser ce petit mot, petit nom, je vous en dirai quelques mots, mais c'est vrai que comme il n'est pas public, je ne pourrai pas vous dire exactement tout ce qu'il y a dedans. Sachez simplement que la DHUP et la DGEC, quand on leur a présenté, nous ont beaucoup remercié en nous disant que ça les aidait à prendre de la distance et du recul par rapport aux préoccupations qu'ils avaient. Et comme c'est notre rôle, nous en avons été contents. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Alors, je reviens donc à l'évaluation de la RT 2012. C'est toujours bien donc de replacer la chose dans le contexte. Alors, ce qui nous a frappé, c'est qu'on est dans un domaine d'une réglementation technique de la construction. Certes, c'est un sujet énergie, mais à la base, le règlement, il est inscrit dans le règlement le code de la construction et de l'habitation, avec une réglementation qui est technique. Et par rapport aux autres réglementations techniques, l'histoire est très longue de ces réglementations thermiques. Alors, vous le savez, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est la 6e, donc on se dit, oh là là, depuis 1974, depuis les chocs pétroliers. La première a été initiée par les chocs pétroliers, et depuis, elles se sont succédées avec un enchaînement, avec un enrichissement à chaque réglementation, et un niveau de performance accru de réglementation en réglementation. Alors, moi j'ai tendance à donner la partie de bouteille pleine plutôt que de bouteille vide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2014, oui, le chiffre qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait près de 40% des logements construits en France qui respectaient une réglementation.
depuis 1974. Ce qui nous a paru quand même ça veut dire que les réglementations thermiques s'appliquent à 40%, enfin 39,3% des logements existants en France. C'est pas... Alors évidemment, la performance ayant accru, ceux de construits en fonction de celle de 1974 peuvent paraître aujourd'hui un peu décalés, mais c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable du tout. Dans les autres éléments qu'on a notés, mais je vous dis des choses que vous savez, c'est que donc elle s'est appliquée en janvier 2013, et c'est surtout qu'elle a été préfigurée par un label, donc le label bâtiment basse consommation, BBC, et que donc il y a eu un délai long entre le label qui a été lancé en 2007 et la réglementation qui s'est appliquée en 2013. Et que ce label a été accordé avant la mise en place de la nouvelle réglementation à 150 000 logements. Ça veut dire que ce n'était pas anodin. Elle a donc été préfigurée et préparée. Ce qui pour nous est quelque chose de très positif. Alors après, cette réglementation, elle s'inscrit dans des directives européennes. Elle fait suite aux travaux du Grenelle de l'environnement de 2007. L'objectif, c'est la réduction des besoins en énergie des constructions neuves, mais j'y reviendrai après, la diminution des consommations d'énergie non renouvelables et le développement de la part des énergies renouvelables, donc en conformité avec les directives européennes et les travaux du Grenelle. Donc elle est conforme, enfin nous ce qu'on regarde aussi c'est si ça correspond aux directives, donc oui elle est conforme aux directives, elle n'a peut-être pas déployé tout ce qui était prévu, mais j'y reviendrai, mais en tout cas elle a mis en œuvre un certain nombre de choses qui étaient prévues. Alors, avant sa publication, donc vous le savez parce que j'ai compris que vous aviez été acteur dynamique dans ce sujet, il y a eu une très forte concertation, donc point très positif aussi, avec tous les acteurs, aussi bien côté énergie que côté acteurs de la construction. Et cette concertation, elle concerne aussi bien les exigences réglementaires que les méthodes de calcul. Alors, on souligne ce point parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous parle de co-construction. Ben, franchement, je trouve que sur ce thème-là, la co-construction, elle a eu lieu, elle a été tonique, elle fait d'ailleurs... Enfin, elle fait suite à un dialogue très approfondi sur ces sujets-là depuis 40 ans, elle se poursuit, et pour moi c'est exemplaire sur cet aspect-là. Autre point positif, elle a été publiée 2 ans avant son application, enfin en plus avec une application progressive, mais bon, elle a été publiée 2 ans avant, et ça permet aussi à tous les acteurs, donc avec un label, de s'y préparer, avec des textes qui paraissent 2 ans avant la mise en vigueur, de s'y préparer. Et ça, les maîtres d'ouvrage, les promoteurs, les maîtres d'ouvrage aiment bien cela parce que ça leur permet quand même de préparer leurs études et de déposer leur dossier de permis de construire en sachant qu'ils vont devoir se mettre dans cette réglementation et c'est bien pour tout le monde. Alors, malgré tout cela, ou grâce à tout cela, je ne sais pas, cette concertation dynamique, cette préparation, ça a suscité des vives réactions, il y a eu quelques recours. Alors, dans les critiques qui avaient été émises, il y a eu l'avantage donné au gaz, enfin, ce qui a été dit. Hein. Je ne dis pas que nous, on a dit ça, mais ce qui a été dit, c'est effectivement l'avantage donné au gaz pour le chauffage, le surcoût de construction et les surchauffes en été. Ces points de vue n'étaient pas partagés par tous. Alors, ce que je dis là est un peu presque bébête, parce que, effectivement, l'avantage donné au gaz, LG ne s'en est pas plein. Et les surcoûts de construction, il n'y avait pas les mêmes approches selon les maîtres d'ouvrage non plus, où je dirais il n'y avait pas les mêmes, pour être plus précise, il y avait les représentants professionnels, des organisations professionnelles qui disaient il y a un surcoût de construction absolument inacceptable, et certains promoteurs ne disaient pas du tout les mêmes choses, ils disaient moi j'y arrive sans problème. Donc il y avait des écarts entre les points de vue. Il y a une critique, alors effectivement, mais j'y reviens, enfin, qui était aussi, mais si j'en parle tout de suite, qui était celle, j'ai compris, celle que votre association a mis en avant, qui était le fait qu'il n'y avait pas de critères liés au gaz à effet de serre dans cette réglementation, malgré le Grenelle de l'environnement, malgré des fondements qui le demandaient. Alors, nous, on en est tombé là-dessus en regardant, effectivement. Notre opinion est que l'administration et le gouvernement, malgré tout le travail qu'ils avaient fait, n'étaient pas prêts pour le traduire. On n'avait pas les éléments pour le traduire. Alors on pourrait se dire, et j'y reviendrai pour les travaux de la RE 2020,
on aurait pu se dire qu'il aurait fallu prioriser différemment et peut-être mettre l'accent là-dessus. Bon, le choix n'a pas été fait comme ça, mais franchement, vu les discussions qu'il y a maintenant et qui ne sont pas terminées, moi j'aurais tendance à dire c'était pas prêt, d'ailleurs c'est ce qu'on a mis dans notre rapport, faute de concertation suffisante entre tout le monde. Bon, donc c'était sans doute raisonnable malgré tout de ne pas le mettre et de partir assez vite sur la dynamique qui a lieu maintenant de l'expérimentation plus c'est moins et de la prochaine réglementation. Alors, dès 2015, et ça correspondait peut-être aussi au fait de dire on va avancer, avait été annoncée la nouvelle réglementation à caractère environnemental. Alors c'est vrai que dans la dynamique, grâce à la dynamique ministre de la transition écologique de l'époque, qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs je crois, peu importe, était annoncé que la nouvelle réglementation aurait un caractère environnemental et qu'elle serait pour 2018. Bon alors là pour le coup c'était trop ambitieux et ça a depuis été reporté à 2020, ce qui est déjà un objectif ambitieux. Alors, nous, donc, après, à travers nos analyses, nous sommes tenus de faire des conclusions et des recommandations. Donc là, je vais vous indiquer ce qu'on a dit sur l'ART 2012, à la fois donc sur le sujet d'appropriation et d'application de l'ART 2012, sur les 4 points de focus et sur les pistes en vue de la prochaine réglementation. Mais quand nous avons fait ce rapport, les travaux de la RE 2020 n'avaient pas démarré et on n'avait pas les éléments sortis de ces travaux, donc les pistes qu'on a indiquées sur la prochaine réglementation, on est en train de les approfondir maintenant. Alors, globalement, c'est toujours très bien de démarrer par le globalement, c'est satisfaisant. Mais c'est vrai, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons considéré que 5 ans après la mise en application, globalement, l'ART 2012 est acceptée de manière satisfaisante, et quand on dit ça, c'est par les professionnels de la construction et dans les strates comme on a indiqué, c'est-à-dire les strates, alors si je donne des mouvements de la main, j'ai l'impression de faire des niveaux, mais par les différents acteurs, qu'il s'agisse des promoteurs, des médias sociaux, des entreprises, des artisans, des bureaux d'études, des architectes, tous ceux des bureaux de contrôle, j'ai dû en oublier, mais de tous ceux qui participent aux constructions de ces bâtiments. Elle est sophistiquée, donc ça c'est incontestable. Alors oui, on a entendu parler des 1300 pages de l'arrêté. Bon alors au début aussi, parce que c'est drôle quand on vous parle d'un sujet, alors vous avez droit à tous les commentaires, les phrases types et les images repoussoires. Donc dire un arrêté fait 1300 pages, alors je crois qu'il en fait plus en fait. Mais oui, alors oui, il fait 1300 pages, mais en fait il faut voir ce que c'est. C'est pas un arrêté qui donne littérairement un texte, c'est en fait... le process de la méthode de calcul qui est décrit dans un arrêté. Ça aurait très bien pu être un ouvrage technique et puis de dire l'arrêté agrée la méthode de calcul du CSTB, la THBCE 2012 et de cette méthode de calcul qu'elle soit dans un bouquin technique que vous achetez où vous voulez. Bon, il se trouve qu'elle a été intégrée dans un arrêté. D'où 1300 pages, indigeste pour, à mon avis, 99,5% des Français. Et moi, je suis dans les 99,5. Donc, effectivement, elle est très sophistiquée, et peut-être trop sur certains points, c'est vrai. Alors, ce qui nous a frappé, c'est... Alors là, j'arrive aux recommandations, mais ce qui nous a frappé, c'est que les acteurs, en plus, se sont mobilisés énormément pour l'approprier, pour faire des actions de formation, pour faire des documents pédagogiques. C'est impressionnant. Enfin, nous, on a trouvé ça impressionnant. Donc, on a recommandé que ce soit poursuivi avec un soutien de l'État, au moins moral, voire financier, pour un certain nombre d'actions. Alors, par ailleurs, c'est vrai quand même que la méthode de calcul n'est pas, est compliquée, voire indigeste, et que c'est vrai quand même que elle pourrait être... Alors, même si, comme pour un plombier, on se fiche de savoir les outils qu'il utilise pour réparer votre baignoire. Mais c'est vrai quand même que, même quand moi j'ai entendu des thermiciens plus que chevronnés, nous dire 2 choses. Un, maintenant il faut à peu près pour un jeune thermicien presque 1 an pour maîtriser vraiment la méthode de calcul, la maîtriser en la pratiquant, etc.
voilà, bon voilà. Et puis de dire aussi qu'il y a des choses qui sont un peu contre-intuitives. Alors moi ça m'a frappé ces choses-là. Et de dire avant on savait que si on jouait sur tel élément du bâtiment, ça allait donner tel résultat sur la consommation, et que maintenant il y a des choses un peu contre-intuitives, on ne sait plus très bien sur quoi jouer pour arriver à une meilleure performance. C'est un peu perturbant quand même. Donc il y a certainement quand même matière, et là je ne vous détaille pas les actions, mais on a proposé des actions pour la rendre plus transparente, la simplifier, et puis l'évaluer, parce qu'elle est produite par le CSTB, qui est un organisme au-dessus de tout soupçon, c'est évident, mais le fait qu'il ne soit pas challengé sous forme d'un audit de la méthode de calcul, est aussi également un peu perturbant, et je pense que ce serait une bonne chose. Après on nous a dit, oui mais qu'est-ce qu'on va trouver comme expert pour expertiser le CSTB? Oui, bonne question. Comme je travaille dans un autre domaine qui est le domaine ferroviaire, là ils sont allés chercher des experts en Suisse qui maintenant, depuis 10 ans, expertisent le système ferroviaire français avec bonheur et à la satisfaction de tous. Non mais enfin, c'est pas un argument de dire il n'y a pas d'experts. Alors, toujours sur l'acceptabilité, il y a un point qui est faible, qui reste faible et qui renvoie aussi, c'est de se dire, ces bâtiments, il y aura des gens dedans après, qu'il s'agisse de bureaux ou de logements, il y aura des gens, et les personnes qui sont dedans, les utilisateurs, on ne va pas leur imposer un comportement, ils ont le comportement, les aspirations qu'ils ont. Et c'est vrai que quand on a certains qui nous disaient on a pris le comportement conventionnel, et puis les gens leur disent faut ouvrir la fenêtre un quart d'heure par jour à telle heure, et voilà, c'est le scénario qu'on a pris, et s'ils n'ont pas fait ça, c'est leur problème. Non, je pense qu'il faut vraiment inverser le sujet. D'ailleurs, je pense que nous, on est en train d'ouvrir beaucoup plus que ce qui est prévu, d'ailleurs. Et heureusement, parce que sinon, je pense que il y aurait la moitié qui serait peut-être évanouie là, dans la salle. Donc, c'est de dire, il faut tenir plus compte du comportement des utilisateurs. Et avec des technologies qui sont de plus en plus avancées, on entendait parler des systèmes de pilotage actif, voire les systèmes de ventilation, même la ventilation hygroréglable. Si on ne sait pas comment ça marche, ou si on ne sait pas comment il faut entretenir les choses, il peut y avoir des consommations qui ne correspondent pas du tout à la consommation calculée, en ajoutant en plus que la consommation calculée est en énergie primaire, et que je pense aussi qu'il y a 95% des gens qui ne savent pas la différence avec la consommation finale et qui ignorent totalement le 2,58, je pense que les personnes n'y comprennent plus rien. Donc c'est de dire que là c'est important, et nous ce qu'on a recommandé, c'est que les maîtres d'ouvrage se sentent impliqués davantage dans une forme de service après-vente vis-à-vis des occupants. Alors il y a des choses qui existent, il y a des guides d'entretien qu'on doit faire, mais ça reste très théorique et technique. Il y a les maîtres d'ouvrage sociaux qui se préoccupent des habitants parce qu'ils sont propriétaires bailleurs, donc ils se préoccupent de leurs locataires, plus ou moins, mais les promoteurs privés beaucoup moins, et de dire ça serait important de voir comment il y aurait une forme d'obligation d'accompagnement après la livraison des bâtiments pour que les occupants sachent utiliser au mieux leurs équipements, entretenir au mieux leurs équipements. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais au moins, ils savent que s'ils n'obtiennent pas la consommation qu'ils ont réussi à transposer en consommation finale, au moins ils savent pourquoi. Alors, il y a un point qui est un peu souciant, c'est que le niveau d'application n'est pas véritablement mesuré. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle le contrôle du règlement de construction. Il est très faible quantitativement, donc on a recommandé gentiment qu'il soit amélioré qualitativement. Mais c'est surtout l'idée développée, c'est de dire pendant la construction, faire en sorte que la réglementation, on soit plus sûr qu'elle est respectée dans la mise en œuvre des chantiers, dans la conception et la mise en œuvre des chantiers, avec quelque chose qui pourrait être la mesure de la performance intrinsèque, et qui est au niveau de recherche-développement, et qui pourrait être développé dans ces bâtiments. Il y a quelque chose qui existe aujourd'hui qui est le test d'étanchéité à l'air, qui est un succès. Alors, en 2012, tout le monde trouvait que ce n'était pas une bonne idée. Et là, quand on a interviewé les gens, alors tout le monde nous a dit c'est génial. Et ça nous motive et ça nous aide à nous organiser en cours de conception et de chantier entre acteurs de la construction pour faire en sorte qu'on arrive à l'étanchéité qui a été calculée. Donc manifestement,
tous les acteurs étaient contents. Alors, sur les focus, le gaz. Alors, le gaz, oui, il s'est beaucoup développé pour le chauffage dans les immeubles collectifs. Et j'ai vu que ce matin, il y avait les cours qui sortent de bâti-études. C'est demandé d'aller chercher ces bâti-études, mais j'ai vu que vous avez sorti notre rapport. Donc oui, il s'est développé dans les immeubles collectifs, mais oui, l'électricité est restée très présente dans les maisons individuelles. Pour nous, parce que, bon, je suis ni EDF, ni Engie, ni Total, ni voilà. Mais par contre, c'est surtout ce qui nous a impressionné, c'est que ça a suscité le développement de nouvelles technologies et la disparition d'autres. Et ce qui nous a paru important, c'est plutôt de se rendre compte de l'impact sur les technologies, qu'il s'agisse de l'enveloppe du bâtiment ou des équipements. Et du coup, ce qui nous a semblé, c'était... Et bon, ce qu'on peut dire aussi, alors, je crois qu'on l'a écrit dans le rapport, donc je vous le dis, c'est que, oui, le gouvernement souhaitait faire baisser la part d'électricité dans le chauffage, ça nous a été dit, à cause de la question de la pointe électrique. Je vous dis ce qui nous a été dit à l'époque. Enfin, ce qui a été dit à l'époque. Après, on en pense ce qu'on veut, mais il y avait un objectif, une volonté. Toutefois, c'est allé, semble-t-il, au-delà de ce qu'ils avaient pensé, et pour des arbitrages finaux qui n'avaient rien à voir avec le sujet, et qui étaient, enfin je vous la fais très simple, qui étaient pour répondre à des revendications, je le mets comme ça, de maîtres d'ouvrage qui disaient attention au surcoût, attention au surcoût. Donc il y a eu des choix d'indicateurs et de niveaux qui ont été faits sur un autre sujet et qui ont conduit à renforcer le phénomène. Voilà, je vous dis ce qui s'est passé de ce que nous avons compris. Alors, ce qui nous paraît souhaitable pour la prochaine réglementation, c'est qu'on évite ces effets de bord qui vont au-delà de ce qu'on veut, et donc qu'on voit mieux à l'avance l'impact de ce qu'on est en train de faire, qu'on ait aussi la notion de coût global d'investissement et d'exploitation qu'on prenne en compte, peut-être davantage, et qu'on regarde quand même sur certains équipements certaines choses. Il y a la question des énergies chaleur renouvelables qui ne concernait que les maisons individuelles. En toute objectivité, on ne comprend pas pourquoi. On n'a pas réussi à avoir d'explication convaincante. Donc on est une forme d'équité plus large, de la même façon sur le seuil de consommation qui bénéficiait d'une modulation pour le logement collectif qui nous paraît non fondée également. Alors, sur la conception et la réalisation des constructions, oui, je sens que vous êtes très focalisé sur à la fois le carbone et les équipements. Pour autant, alors, moi ce que je pense, c'est d'abord, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a encore des marges de progrès sur la conception et la réalisation des constructions. Ça ne veut pas dire, alors il ne faut pas réduire, je vais me permettre de le dire, conception à isolation. Hein, c'est beaucoup plus large. Et les marges de progrès, alors j'entends avec plaisir des nouveaux procédés isolants que développe Saint-Gobain. Il y a certainement encore de la place pour l'innovation, pour l'isolation. Mais l'enveloppe et l'architecture bioclimatique, ça dépasse largement l'isolation. Et là-dessus, alors on a vu, il y a encore des progrès à faire. On a évoqué des ponts thermiques, c'est un élément de progrès. Il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes manifestement au niveau de la conception et de la mise en œuvre. Il y a des sujets sur la ventilation, il y a des sujets sur les surfaces vitrées, il y a des sujets sur l'orientation des logements par rapport au soleil pour le confort d'été, il y a des questions il y a encore des marges de progrès à des coûts qui sont complètement, pas forcément du tout énormes, hein, sur la conception et ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique. Et donc on a recommandé que sur ce coefficient B-bio que vous devez connaître, qu'en fait il peut être rendu plus exigeant parce que par ailleurs, alors pourquoi travailler sur cette réduction des besoins, hein, parce que d'abord l'enveloppe du bâtiment et l'architecture c'est quelque chose qui va durer longtemps alors que les équipements intérieurs on peut les changer plus facilement. On a bien entendu ce matin que si on n'avait pas traité les ponts thermiques en rénovation, on a beaucoup plus de mal à les traiter. Donc il y a des choses d'architecture, de développement durable. Et puis c'est la facture, il y a des personnes dans ces logements ou ces bureaux, et s'il y a moins de besoins, ils payent moins cher leurs factures, et c'est un objectif qui paraît important dans la période de crise où nous sommes. Après, je n'y reviens pas parce que je vais y revenir après. Alors, autre focus, le confort. Alors très clairement, le confort d'été
était déjà un sujet de préoccupation pour la RT 2012. Les travaux n'ont pas pu aboutir avec une concertation suffisante pour 2012. Et manifestement, ce sujet, maintenant il est acté que c'est un vrai sujet de préoccupation. La ventilation